Mesdames, Messieurs, donc bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous donc 100% foncier, 100% pro pour aborder concrètement donc avec les experts différentes thématiques en lien donc avec la question foncière et les nombreux enjeux qu'elle recouvre. À l'ordre du jour donc de ce premier webinaire 2024, donc la mise en location ou à disposition d'un foncier agricole pour essayer d'en préciser les différentes solutions envisageables. Et je dois tout d'abord vous adresser nos excuses, puisque c'est un sujet qu'on avait commencé à traiter en fin d'année 2023 et qu'un incident technique nous a donc empêché d'achever. Voilà, donc que vous soyez agriculteur et souhaitiez prendre votre retraite, que vous ayez hérité de terres agricoles et souhaitiez donc qu'elles soient entretenues, que vous souhaitiez conserver et valoriser votre patrimoine, ou encore que vous ne pouviez pas vendre dans l'immédiat et attendiez donc le règlement d'une succession, les raisons de mettre en location ou à disposition donc un foncier agricole sont multiples. Les questions évidemment également, donc comment louer ces terres en toute sécurité, quelles sont les formes de location ou de mise à disposition, quels sont les droits et devoirs tant des propriétaires bailleurs que des locataires, et puis bon, d'autres questions plus techniques que l'on traitera évidemment. Alors, sans plus attendre, donc j'ai le plaisir d'accueillir nos invités du jour, donc Maître Sophie Denis et Frédéric Lareuse. Sophie Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Charente-Maritime. Ravi de vous accueillir et merci bien sûr d'avoir répondu donc à l'invitation de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Frédéric Lareuse, bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc le service départemental de la SAFER Nouvelle-Aquitaine en Deux-Sèvres. Ravi donc de vous accueillir également. Donc, je rappelle à nos invités donc, et aux participants que durant ce webinaire, tout au long, donc, vous pouvez réagir sur le chat qui est situé donc, dans la fenêtre donc, située à droite de votre écran. Donc, ne manquez pas donc, de poser vos questions et nous tenterons d'y répondre donc, en fin de webinaire. Frédéric Lareuse, donc directeur du service départemental de la SAFER Nouvelle-Aquitaine en Deux-Sèvres. Je commence par vous. Quand on regarde les chiffres s'agissant donc des modes de faire valoir pour la région Nouvelle-Aquitaine, on constate que le fermage est un moyen d'accès minoritaire comparativement donc au faire valoir direct. Quelles en sont, selon vous, les principales raisons ? Je pense que sur la réponse à cette question, c'est une question culturelle. C'est assez prégnant sur nos territoires et notamment sur mon département, en Deux-Sèvres, où la volonté des agriculteurs, des exploitants est d'être propriétaires de leur foncier. Il y a un effet de peut-être mieux maîtriser le devenir, de la constitution d'un capital, et en tout cas de mieux le maîtriser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur nos territoires, les exploitants sont en majorité, souvent en grande majorité, propriétaires de leur foncier, et donc, à contrario, peu souvent exploitants. Il n'y a pas quelques craintes aussi du côté des propriétaires fonciers de se dire je mets mes terres en location, je ne suis pas sûr d'être payé, je ne reverrai jamais le bien, c'est très difficile de le récupérer. Il n'y a pas aussi une dimension d'ordre peut-être psychologique aussi du côté des propriétaires fonciers qui peuvent expliquer cette situation au-delà de cette raison première psychologique et culturelle? Il peut y avoir en effet vis-à-vis des propriétaires un petit peu cet effet-là. Mais en effet, vous l'avez dit dans votre question, c'est un effet culturel. On l'a présenté du côté des exploitants, et je pense qu'il y a l'effet miroir chez les propriétaires, en effet. Et pour autant, donc, cette question du développement du fermage, c'est peut-être une question essentielle s'agissant de participer aussi à relever le défi du renouvellement des générations à l'installation, parce que un jeune qui s'installe et qui doit acheter son foncier, c'est évidemment mobiliser beaucoup de capital qu'il ne consacrera pas ailleurs dans l'outil de production. En effet, aujourd'hui, on voit que le fermage, avec un propriétaire bailleur et son preneur, l'exploitant, est une vraie solution pour demain, pour la transmission des exploitations, pour l'installation, et donc répondre au défi de demain, qui est le renouvellement des générations. Vous l'avez évoqué dans votre question, aujourd'hui, lors de la reprise d'exploitation, quelle que soit la typologie de l'exploitation, les capitaux sont de plus en plus importants à reprendre, notamment si on prend à titre d'exemple une exploitation d'élevage, les terres, les bâtiments, la maison d'habitation s'il y a également transfert du siège, les animaux, le matériel, on est sur des capitaux qui sont de plus en plus lourds. En effet, et nous on le voit au quotidien dans nos dossiers, mais demain de faire appel notamment
sur une partie du dossier, ce qui est le plus facile, notamment sur la partie immobilière non bâtie, le foncier, de faire appel à un propriétaire tiers qui vient en sa qualité de bailleur, notion d'investisseur, et de l'accompagner et de mettre à bail, notamment dans le cas présent, un jeune qui reprendrait l'exploitation, permet de réduire les coûts, de réduire les capitaux à emprunter. Et ça, c'est une vraie solution. On le voit de plus en plus dans nos dossiers. Et on accompagne et on est de plus en plus souvent en recherche de bailleurs qui peuvent avoir des moyens financiers à réinvestir et souhaitent le mettre au service de l'agriculture et de nos territoires. Merci Frédéric pour ce propos préliminaire. Maître Denis, donc Sophie Denis, notaire en Charente-Maritime. Peut-être nous repréciser, Maître Denis, les différences qu'il peut y avoir entre cette notion de location et de mise à disposition. Est-ce qu'il y a une nuance à faire d'ailleurs entre les deux? Alors, je rejoins Monsieur Lareuse et les propos que vous avez tenus, dans le sens où c'est vrai que pour un bailleur, c'est difficile de s'engager dans un bail à ferme parce qu'il est compliqué de s'en sortir. Alors, mise à disposition, bail, je vais dire que le bail de droit commun, c'est la mise à disposition ou la location, la mise à disposition à titre onéreux, c'est-à-dire qu'on met à disposition un bien à vocation agricole moyennant le paiement d'un fermage en vue de l'exercice d'une activité agricole. Cette mise à disposition, elle peut avoir lieu soit par écrit, soit verbalement. Et beaucoup de clients me disent « Ah ben oui, mais je n'ai pas fait d'écrit, donc je n'ai pas de bail. » Ben non. À partir du moment où vous mettez à disposition un bien à vocation agricole et qu'en contrepartie, vous avez le paiement d'un fermage, automatiquement, vous êtes assujetti au bail de droit commun, avec des règles relativement contraignantes. Maintenant, il est possible, bon là je vais évoquer peut-être les différents baux. Oui, les différentes formes de baux ruraux, parce que j'imagine que s'il y a différentes formes de baux ruraux, c'est qu'il y a différents types de besoins auxquels il faut pouvoir répondre, avec probablement peut-être des engagements qui peuvent être différents suivant les formes de baux. Alors voilà, vous avez alors je ne vais pas vous faire un cours de droit rural, rassurez-vous. On n'en a pas le temps. Mais le bail de droit commun, il est régi par l'article L411-1 du Code rural. Et on peut déroger à ces règles en souscrivant d'autres baux. Donc, il y a notamment des baux à long terme. Dans les baux à long terme, on rencontre le bail de 18 ans qui se renouvelle par période de 9 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 18 ans, le bail est reconduit pour 9 ans, sauf si le bailleur refuse le renouvellement, n'exerce pas la reprise du bail. On a un bail de 25 ans qui s'appelle bail à long préavis, qui lui permet au bailleur de donner congé moyennant un long préavis de 4 ans avant le terme. Et là, automatiquement, le bail s'arrête. On a le bail de carrière qui est consenti à un preneur jusqu'à l'âge de la retraite. Preneur, fermier, c'est la même chose, c'est celui qui prend un bail. Et ce bail doit porter sur une exploitation agricole constituant une unité économique. Donc là, vous voyez le bail 18 ans, le bail de 25 ans, ce sont des baux à long terme qui ont un avantage fiscal. C'est-à-dire qu'en cas de transmission à titre gratuit, alors transmission à titre gratuit en termes simples, c'est soit la succession, soit la donation. Les biens qui font l'objet d'un bail à long terme seront moins taxés. Notamment, il y a une exonération de 3/4 jusqu'à 300 000 euros sur la valeur des biens. C'est-à-dire que si j'ai mes biens qui valent 300 000 euros, 1/4 seulement seront taxables en cas de transmission à titre gratuit, donc soit par succession, soit par donation. Et il y a une exonération de moitié au-delà. Et il y a une nouveauté avec la dernière loi de finances où on a une exonération de 3/4 jusqu'à 500 000 euros. Mais là, la condition, c'est de conserver les biens pendant 10 ans, alors que les 3/4 jusqu'à 300 000 et moitié au-delà, c'est conserver les biens pendant 5 ans. C'est-à-dire que je suis obligée de garder la propriété des biens.
Il y a également une mesure d'incitation fiscale en matière d'impôt sur la fortune immobilière qui est exactement la même. Hein. Voilà. Le fermage dans ces baux à long terme, il est fixé conformément au droit commun, hein, mais seulement, c'est-à-dire ensuite, c'est le même fermage. Par contre, il faut dresser un état des lieux de sortie, hein, compte tenu du délai, pour faire ensuite un état des lieux d'entrée, pour ensuite dresser un état des lieux de sortie, pour identifier en fait les améliorations ou dégradations qui sont effectuées par le fermier. Et au-delà du prisme fiscal, hein, des avantages liés aux différentes formes de baux que vous avez précisé, qu'est-ce qui va faire qu'il vaut mieux aller peut-être en fonction des souhaits réciproques, hein, du bailleur ou du preneur, plutôt aller vers un bail de 18 ou de 25 ans? C'est quoi la logique en fait? C'est la sécurisation? Alors, c'est parce qu'on peut déroger au statut du fermage. Là, vraiment, le statut du fermage, il y a des règles, le bail de droit commun, le 411-1 que je vous expliquais. Avec les baux à long terme, on peut déroger à ce statut-là. C'est-à-dire qu'on peut refuser, par exemple, le renouvellement au profit des membres du preneur décédé. J'ai le fermier qui décède, le bail peut continuer au profit de ses descendants. Et dans le bail de 18 ans, le bail à long terme, on peut y déroger. Le bail de 25 ans, par exemple, que je vous expliquais tout à l'heure, à l'instant, quand vous donnez le préavis 4 ans avant, au bout de 25 ans, le bail s'arrête. Ainsi que le bail de carrière. On a des termes. On peut sortir d'un bail rural. Quoi. Voilà. Et on peut aussi inclure une clause écartant la cessibilité du droit au bail aux descendants, c'est-à-dire que le preneur prend sa retraite, il veut qu'un de ses enfants prenne la suite, on peut dire hors de question que ça soit cédé aux descendants. Bon, certes, il faut l'accord du bailleur quand on cède le droit au bail aux descendants. S'il y a un conflit, il faut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, mais on peut inclure une clause l'écartant d'office. Et on peut aussi procéder à la reprise du bien. Hein. Bon, ça, je l'évoquerai en fin de mon intervention. Le bailleur, il peut reprendre le bien. On peut inclure une clause qui permet au bailleur de reprendre le bien lorsque le preneur est à moins de 5 ans de l'âge de la retraite, ce qui n'est pas le cas dans le bail de droit commun. D'accord. Donc, contrairement aux idées reçues, j'ai envie de dire, ce n'est pas un carcan dans lequel on est enfermé définitivement. Il faut bien être d'accord conventionnellement, hein, d'un commun accord entre bailleur et preneur sur les conditions du bail. Voilà. J'évoquais tout à l'heure la notion de sécurisation. Donc, comment louer ses terres en toute sécurité? Vous avez un petit peu commencé à évoquer le sujet avec l'évaluation donc à l'entrée et à la sortie. Qu'est-ce qu'il y a comme autre élément à prendre en compte sur cet objectif de sécurisation? Alors, bon, je suis notaire, donc bien sûr, je vais préconiser le bail authentique, hein, qui permet de donner une date certaine à l'acte et qui permet aussi de sommer par huissier le fermier en cas de non-paiement. Hein, on pourrait également demander une hypothèque sur le bien pour garantir le paiement du fermage. Hein. Après, il faut savoir qu'en cas de défaut de paiement du preneur, après 2 mises en demeure, le bailleur peut résilier le bail. Il peut également demander la résiliation en cas de mauvaise exploitation du fonds ou de refus d'amélioration, ou si le preneur décède alors qu'aucun proche ne peut participer à l'exploitation. Il y a des possibilités de sortie, mais bon, elles sont restreintes quand même. Et s'agissant donc de bien appréhender ce que sont les droits et les devoirs à la fois du propriétaire bailleur, mais aussi du locataire, bon, vous avez évoqué pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a des points qui mériteraient d'être encore évoqués sur les droits et les devoirs? Alors, des autres? Là, le preneur doit bien évidemment payer son fermage en suivant l'indice des fermages. Il doit assumer les réparations locatives. Il doit faire des améliorations, mais avec l'autorisation du bailleur, amélioration culturelle ou travaux d'amélioration. Mais il faut savoir, c'est justement
l'état des lieux de sortie, que ces améliorations donneront lieu à une indemnisation du preneur en fin de bail. Et puis le bailleur, lui, bien sûr, il doit assurer une jouissance paisible pour son preneur, garantir la contenance et la garantie des vices cachés. Voilà. Pas louer une terre où il y aurait des enfouissements divers, par exemple. Tout à l'heure, Frédéric Lareuse évoquait la notion de bien immobilier. Là-dedans, donc, bien sûr, il y a le foncier. Il y a également la question des bâtiments. J'imagine que les bâtiments rentrent naturellement dans la possibilité de location via un bail rural. Ah oui, tout à fait, oui. Après, là, il faut convenir dans le mot qu'on établit, il faut bien faire attention, l'assurance, attention propriétaire-bailleur, mais le preneur doit assurer. À qui incombent les travaux d'amélioration, gros travaux. Bon, les travaux d'amélioration et d'entretien incombent aux locataires. Est-ce qu'il y a des gros travaux à qui ça incombe? En général, le preneur prend en charge les gros travaux puisqu'il l'amortit dans son bilan. Sur la récupération d'un terrain mis à bail, je reviens sur cette question-là parce que c'est souvent un des sujets qui peuvent freiner la décision d'un bailleur de mettre leur bien donc en fermage. Si j'ai bien compris, plus on s'engage dans la durée avec des baux à long terme, plus la capacité à récupérer son bien est cadrée juridiquement et c'est comme ça qu'il faut entendre les choses. Ah ben là, il y a des motifs de reprise, c'est-à-dire que le bailleur, même que ça soit bail de 9 ans ou 18 ans, là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fin de bail, le bailleur peut reprendre le bien pour l'exploiter lui-même ou son conjoint avec un délai de préavis. Donc ça, c'est sûr que si vous avez un bail de 9 ans, ça sera plus rapide que le bail de 18 ans. On peut aussi reprendre en cours de bail, c'est la reprise sexennale, mais après une période de 6 ans au cours du premier renouvellement pour installer le conjoint ou le descendant. D'accord? C'est-à-dire que au bout de 6 ans, lors du premier renouvellement, je ne suis pas obligée d'attendre encore les 9 ans, je peux reprendre le bien pour installer mon conjoint ou mon descendant en cours de bail. Par ailleurs, on peut aussi exercer une reprise triennale par un propriétaire devenu majeur en cours de bail ou au cours du renouvellement. Aucune reprise, par contre, ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux. Je suis bailleur, je vends mes parcelles à une personne qui veut exploiter les biens, elle devra respecter le même engagement que son vendeur, c'est-à-dire attendre l'expiration du bail pour exercer son délai de reprise. Maître Denis, dernier point peut-être avant que je revienne vers Frédéric Lareuse, sur la question de la location des terres. Un agriculteur qui prend des terres en location, cette opération, elle est nécessairement soumise au contrôle des structures par ailleurs? Ah oui. C'est la loi du 5 janvier 2006. Il faut savoir que c'est une condition essentielle. Un bail consenti à un preneur qui n'aurait pas l'autorisation d'exploiter aujourd'hui est nul juridiquement. Il y a aussi un autre bail que je n'ai pas évoqué, excusez-moi, c'est le bail cessible hors cadre familial qu'on a tendance, qui tendrait à un peu sortir son épingle du jeu. Alors là, ça serait plus le preneur, mais il y a un avantage pour le bailleur qui permettrait en fait la transmission d'une exploitation de manière globale. C'est un bail de 18 ans qui est renouvelable pour 9 ans, pareil. Mais là, le bailleur, alors là, ça ne va pas dans le sens du bailleur. S'il refuse le renouvellement, il doit une indemnité d'office correspondant au préjudice causé. C'est une règle d'ordre public. Par contre, l'avantage pour le bailleur, c'est que les loyers peuvent être majorés de 50% par rapport au fermage de droit commun. C'est la contrepartie de la longue mise à disposition à titre onéreux et de la cessibilité du bail à titre onéreux. Je m'explique. Il y a deux principes importants en matière de bail rural, c'est le bail est incessible et il n'est pas monnayable. Sauf que là, oui, on peut le céder à un étranger
Et en plus, le preneur peut le céder moyennant finance. Il s'agit d'une admission du pas de porte en agriculture. Donc, l'avantage là pour le bailleur, c'est si vraiment il veut conserver sa propriété, c'est qu'il peut en fait majorer son fermage par rapport au fermage de droit commun. Voilà. Et concrètement, dans l'exercice de votre métier, vous voyez ce type de bail se Alors, j'en ai développer? fait, ce n'est pas le plus courant. Je vais vous avouer, ce qu'on a le plus courant, ce sont des baux à long terme qui sont faits intrafamiliaux, justement pour aller recueillir cet intérêt fiscal en matière de succession. Voilà. Oui, préparer la succession. Merci, Maître Denis, donc, pour ce premier éclairage. Frédéric, je reviendrai vers vous. Frédéric Lareuse, donc directeur du service départemental de la sécurité en Deux-Sèvres. Tout à l'heure, j'évoquais la question de la sécurisation pour le propriétaire foncier, le bailleur. Il se trouve que la SAFER Nouvelle-Aquitaine, si je ne me trompe pas, donc a noué un partenariat avec Groupama pour proposer une garantie de paiement fermage. Qui peut en bénéficier et comment faut-il s'y prendre pour accéder à cette garantie de paiement fermage? Tout à fait. Au niveau national, on a une convention entre les SAFER et Groupama qui permet que dès lors que la SAFER accompagne un dossier, dans le cadre d'une attribution, et notamment une attribution à un bailleur qui s'engage à prendre un exploitant, on met en place, à la volonté du bailleur, bien sûr, une assurance fermage impayé. En fait, c'est la SAFER qui souscrit le contrat au bénéfice de l'assuré, mais bien sûr avec son accord et sa volonté. Et derrière sont couverts de multiples points. Et pour faire rapide et notamment les plus importants, ça concerne le remboursement à concurrence de 2 ans de fermage impayé. Si on revient les propos de Maître Denis à l'instant, qui dit qu'au bout de 2 fermages impayés, on peut faire valoir les résiliations du bail au TPBR. Voilà, ça permet déjà durant le temps de cette instruction de se garantir des fermages en cas d'impaiement. Pour une partie des charges et des taxes qui sont liés notamment tout ce qui est impôts fonciers ou autres qui ne seraient pas perçus, les frais de contentieux, voilà, toutes ces choses-là. C'est à l'échelle nationale, on le propose dans nos dossiers et c'est nous qui accompagnons la souscription du contrat au bénéfice de l'assuré. Merci Frédéric. Pour les transactions foncières, quand il y a un preneur en place, la SAFER également propose une prestation dite d'intermédiation locative. C'est un terme un peu barbare. Est-ce que vous pouvez nous en préciser les contours? De quoi s'agit-il précisément? L'intermédiation locative, c'est la capacité de la SAFER à accompagner un bailleur, un propriétaire de foncier, pour la recherche d'un exploitant. On va prendre un cas assez simple. Un bailleur est propriétaire de terre, son exploitant part à la retraite, il peut solliciter la SAFER pour dire voilà, moi je souhaite rester propriétaire, je n'ai plus d'exploitant, est-ce que la SAFER est en capacité de m'accompagner pour trouver un nouvel exploitant? Dans le cadre de cette réponse, on répond favorablement. Voilà. Et après, c'est des conventions qu'on signe avec le propriétaire qui nous donne la charge et la responsabilité d'aller lui trouver un exploitant. Cet outil est extrêmement important dans le cas notamment de la transmission complète d'une exploitation. Au regard de la typologie du préambule que l'on a fait tout à l'heure, on a de la propriété à transmettre, mais on a aussi parfois de la location. Afin de ne pas mettre en péril la transmission d'une exploitation et de mettre en difficulté la reprise parce qu'on serait amené à perdre du foncier et donc en assurer la viabilité à court, moyen et long terme, on a la capacité, nous, d'accompagner, et ça tout le monde le sait, les affaires sont connues sur ce point, la transmission des biens immobiliers, je le répète, bâti et non bâti, mais on peut accompagner les propriétaires également qui sont attachés à cette exploitation, de leur dire voilà, on vous accompagne, adhérer au projet de la transmission de cette exploitation et on va vous accompagner à trouver un exploitant et l'exploitant qui sera désigné sera l'exploitant qui prendra l'ensemble du site de production tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Parce que j'imagine que l'affaire se complexifie quand il y a X propriétaires ou X fermiers pour une même exploitation et là, vous êtes en capacité de gérer l'ensemble du contour et du périmètre correspondant, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. L'enjeu est d'assurer une transmission viable. Ouais. Et de lors que l'on installe quelqu'un, et notamment un jeune agriculteur,
c'est de pouvoir garder l'unité de la propriété, de l'exploitation transmise et d'en assurer sa viabilité. Voilà, on a, je vais prendre un exemple un peu factice, mais transmission d'une exploitation d'une centaine d'hectares, l'exploitant peut être propriétaire de 60 hectares, et donc on a des propriétaires terres sur 40, et ben on fait adhérer les autres propriétaires sur les 40 hectares en disant accompagnez-nous, suivez-nous pour qu'on trouve un repreneur, et notamment au regard des propos préliminaires, pour faire face au renouvellement des générations, idéalement un jeune qui puisse reprendre l'exploitation. Merci Frédéric. On a évoqué donc en première partie avec Maître Denis donc les différentes formes de baux ruraux. Il existe aussi d'autres moyens de louer, voire de mettre à disposition un foncier agricole. Et donc Frédéric, je reste avec vous pour évoquer donc les solutions dites précaires entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement puisque c'est un sujet que vous traitez également à la SAFER, de ces conventions dites d'occupation précaire ou de conventions de mise à disposition. Comment est-ce que ça se passe et quel est l'accompagnement de la SAFER justement sur ces sujets-là? En effet, en SAFER, on a une spécificité qui est cadrée par le Code rural. Alors, autant avec Maître David, depuis le début de l'intervention, on parle de baux dans le cadre du statut du fermage. Nous, on a un contrat qui est dérogatoire au statut du fermage qui s'appelle la Convention de mise à disposition. On appelle vulgairement une CMD. C'est un bail précaire d'une durée de 1 à 6 ans, renouvelable une fois. Donc, on peut faire maximum 12 ans. Si je vous prends des exemples un peu types, justement, les notaires nous sollicitent régulièrement pour la mise en place de ce genre de contrat. C'est quoi? C'est fait pour gérer sur un temps précaire, entre guillemets, une situation provisoire. Dans le cas de nos relations avec les notaires, la situation provisoire, ça va être laquelle? Ça va être sur la mise en place de succession. Le temps de régler une succession, un exploitant peut partir à la retraite. Les membres indivis de la succession disent ouais, mais nous le foncier demain on peut être intéressé pour le récupérer pour nous, ou alors demain de s'en séparer mais d'avoir un bien libre à la vente. Et en relation avec les notaires, on va dire donnez-nous à gérer ce foncier là, on va trouver un exploitant qui va l'exploiter juste durant la période du règlement de la succession. J'ai vu tout à l'heure dans le fil conducteur des questions qui étaient posées en disant comment moi je peux faire exploiter les parcelles avant que mon fils ou ma fille, je ne me rappelle plus, reprenne l'exploitation. Et ce contrat, il est fait pour ça. On a papy, mamie qui partent à la retraite là au 31 décembre de cette année. Le petit-fils ou la petite-fille peut rentrer sur les parcelles que, on va dire septembre, après les études 2028. Qu'est-ce qu'on fait de ces 2-3 ans? La convention de mise à disposition, elle sert à ça. On va accompagner ces gens-là pour leur trouver un exploitant qui va exploiter les biens juste pendant 3 ans. Les terres ne sont pas en friche, elles sont exploitées, elles sont valorisées et entretenues. Elles ne perdent pas de potentiel. Mais le jour où le petit-fils ou la petite-fille souhaite s'installer sur l'exploitation, les biens deviennent libres. Bien évidemment, j'imagine qu'on ne peut pas construire un projet d'installation sur la base d'occupation précaire et de CMD SAFER. Non, je l'ai bien précisé, mais vous faites bien de me faire insister sur ce point. C'est fait pour gérer une situation provisoire. C'est un contrat précaire de court terme. En aucun cas, nous pouvons avoir une vision d'installation de long terme avec ce type de contrat. Au maximum, il dure 12 ans. Voilà. Ouais. Bon, ça peut, j'imagine aussi, constituer un complément pour un jeune qui s'est installé, qui a trouvé un foncier en location avec un bail rural ou par achat. Quelques hectares de CMD, en CMD, ça peut venir conforter le temps de s'agrandir de manière plus sécurisée. Oui, mais dans le cas précis, il faut qu'on soit bien clair, c'est-à-dire qu'il y a une reprise possible, qui ne fait pas lieu à d'indemnité. Je répète, on est hors statut du fermage. Faut le voir comme un peu la cerise sur le gâteau durant l'année où on a ces parcelles-là à exploiter. Et voilà, dans le département qui est le vôtre, Frédéric, donc le département des Deux-Sèvres, vous avez vu une montée en puissance de ce recours au CMD. Quelle est la tendance aujourd'hui? C'est assez régulier.
On peut pas dire que il y a une hausse, hein, mais par contre, on est sur une dynamique assez importante. Voilà. Après, nous, c'est des contrats hein, qu'on a aussi avec l'ensemble des collectivités. Donc, s'il y a des élus qui assistent à cette conférence, c'est un contrat où nous, notamment dans mon département, on a beaucoup d'hectares où les collectivités, lorsqu'elles sont propriétaires de fonciers, nous les font exploiter. Ben voilà, nous les mettent dans le cadre de CMD et on trouve un exploitant pour éviter que, au moment venu de l'aménagement de leur zone économique ou de leur terrain qui font l'objet d'un changement de destination, bon, durant ce laps de temps, au moins les parcelles sont exploitées. Oui, donc ça répond à de vrais besoins, tant au niveau des collectivités que des particuliers. Merci Frédéric pour ces précisions. N'hésitez pas, alors je sais qu'il y a pas mal de questions déjà sur le chat, hein, mais n'hésitez pas, on a encore quelques minutes devant nous. Maître Sophie Denis, donc notaire en Charente-Maritime, je reviens vers vous, parce que parmi les dispositions qui permettent les dispositifs qui permettent de mettre à disposition du foncier, il y a un dispositif qu'on n'a pas encore évoqué, mais je sais que vous le pratiquez, en l'occurrence la vente d'usufruit temporaire. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il retourne, comment cela fonctionne et quel peut en être l'intérêt hein, pour les parties prenantes? Alors, oui, la vente d'usufruit temporaire permet à un agriculteur qui prend sa retraite et qui ne veut pas vendre dans l'immédiat sa propriété de permettre à l'acquéreur de l'usufruit, sur une période donnée, d'exploiter les parcelles, mais c'est une situation précaire qui ne donne pas droit au renouvellement. Hein. L'agriculteur, oui. Enfin l'acquéreur, là, c'est plus un preneur, hein, c'est l'acquéreur. Il exploitera que pour un temps donné. Voilà. Et ce temps donné, ça permet en fait à l'agriculteur, au vendeur, voilà, il ne sait pas exactement s'il ne veut pas vendre dans l'immédiat. Hein, c'est souvent un crève-cœur, excusez-moi le terme, je le vois pour mes clients, de se séparer de leur outil de travail qu'ils ont chéri pendant de nombreuses années. Oui, et ce temps… Pardon, c'est mon téléphone. Je vous en prie. Oui, pardon. Oui. J'allais vous demander, ce temps intermédiaire là, pendant lequel donc l'usufruit est cédé temporairement, il est strictement contractuel ou c'est encadré par… Ah oui, c'est une vente, hein. C'est une vente du droit de jouissance, si vous voulez, pendant un temps donné. Ok. Voilà. Et la base de la rémunération de cette vente, il y a également… on évalue l'usufruit fiscalement, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de l'usufruitier, l'âge de l'usufruitier déterminera le prix de vente. Voilà. Bien, merci pour c'est des calculs savants, mais voilà. Aussi, pour le propriétaire qui ne veut pas se dessaisir de ses parcelles dans l'immédiat, il peut signer des contrats d'entreprise avec un entrepreneur pour l'exécution de travaux à façon. Hein. On fait faire à façon. Voilà, ça permet pendant un temps donné, voilà, une solution d'attente. Je peux plus exploiter personnellement, je fais exploiter par un tiers, mais c'est un contrat de prestation de service qui est facturé et ça évite à l'agriculteur, voilà, ça lui donne le temps également. De même, j'ai vu une question sur le prêt à usage ou le commodat. Alors là, c'est juste une mise à disposition à titre gratuit. Hein. Le bail rural, comme je vous l'ai dit en début de l'intervention, c'est un pré-usage, on met à disposition à titre onéreux, c'est-à-dire qu'on paye un fermage, alors que là, le commodat, on met à disposition gratuitement le bien. Voilà, donc on ne perçoit rien. Voilà. Ok, merci pour cette dernière précision. Alors justement, on va passer aux questions. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas qui de vous, Maître Denis ou Frédéric, peut répondre à la question suivante, mais je sais que c'est une question importante. Lors de la mise en place d'une location, à qui vont les droits liés donc à la PAC? Est-ce que c'est comment ça se joue entre le bailleur et les locataires? C'est l'exploitant. C'est l'exploitant qui bénéficie des aides européennes et là, dans ce cas-là, des aides PAC. D'accord, donc la réponse est claire, Maître Denis, pas de… Oui. Bon, autre question, si nous mettons à disposition
d'un jeune paysan 1,5 hectare de terre maraîchère, quel type de bail, sachant que l'un de nos enfants envisage d'ici une dizaine d'années, donc c'est du moyen terme, de reprendre la ferme dans sa globalité? Bah, si j'ai envie de rebondir sur ma dernière intervention, j'ai envie de proposer la convention de mise à disposition. 2 fois 6 ans. C'est la réponse toute naturelle qui me vient. Je ne sais pas si maître Oui. des compléments apportés, mais voilà la réponse que je suis en mesure de donner. Alors, ce contrat-là ça répond à tout point à ce genre de demande, en effet. Oui. On peut faire des baux, souscrire des baux précaires d'1 année, renouvelables dans la limite de 6 ans et renouvelables par année, mais en désignant le nom de l'enfant qui prendra la suite. Et quand il est en mesure de prendre la suite, on résilie. Mais là, il faut vraiment, c'est encadré. Hein. Il faut vraiment dire, voilà, je vous mets à disposition un titre précaire pour permettre l'installation de mon enfant X. Voilà. Oui, là, on est vraiment dans le champ de la convention de mise à disposition SAFER, hein, par excellence. Tout à fait. Alors, pouvez-vous m'indiquer les taxes foncières, publicité foncière, à prévoir en cas de résiliation amiable d'un bail à long terme? Maître Denis, c'est pour vous, ça. Oui, oui, mais là, je ne connais pas le montant du bail. Je ne sais pas la durée qui reste à courir. C'est en fonction de la durée qui reste à courir et le montant des fermages qui reste à courir. Là, je ne peux pas dire, il faudrait que la personne contacte son notaire pour avoir les renseignements ou m'appelle. Hein. Ok. Ouais, le mieux, effectivement, sur tous ces sujets, c'est oui, là, ça dépend du fermage, donc je ne peux pas vous dire comme ça. Bien évidemment. Autre question, mais je crois qu'on y a répondu. Quel bail précaire puis-je contracter le temps qu'un enfant termine ses études agricoles pour s'installer? Voilà, donc, Monsieur Lareuse a très bien répondu. Voilà. Je cherche à savoir si le coût du bail est lié au type de production. Probablement, le coût du fermage. Je pense qu'on peut se compléter, Maître Denis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le montant du fermage est issu d'un décret préfectoral. C'est revu tous les ans et c'est selon la classe de terre. Hein, les classes de terre vont de A à 5 et c'est aussi selon la nature, si c'est des terres labourables ou si c'est des prés. Donc, selon terre ou pré et la classe de terre, le montant du fermage au regard du décret préfectoral, c'est une fourchette, mais sera différent en effet. Et puis, j'imagine que pour tout ce qui est culture pérenne, évidemment, il y a encore autre chose. Barèmes qui sont adaptés à la réalité tout à fait. De ces cultures-là. Tout à fait. Le décret préfectoral prévoit tout ça. Décret préfectoral. Les héritiers ont-ils le droit de mettre fin au bail avant son expiration? Non. Non, bon, c'est clair. Non, c'est le droit de reprise. Hein. Le fait qu'un bailleur décède, il n'y a aucune incidence sur le bail. Par contre, si un des héritiers veut reprendre l'exploitation, je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait pour exploiter lui-même, moyennant, par contre, il faut respecter un délai de préavis et c'est la reprise pour exploiter. Mais c'est vrai que c'est un carcan, comme vous utilisiez ce terme qui est tout à fait adapté, c'est un carcan juridique. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile de s'en défaire. Merci pour cette précision. Frédéric Lareuse, dans la mesure où avec une CMD, on sort du statut du fermage, je vous l'ai dit, c'est dérogatoire au statut du fermage, est-ce que ce n'est pas dangereux pour le propriétaire en cas de dégradation du fermier? J'imagine que la SAFER prend la sécurité nécessaire. Ça n'exclut pas de faire un état des lieux, un état de sortie là-dessus. Et donc de se prévaloir de ce genre de choses, en effet. Après, on peut les agrémenter au regard des choses que l'on voit, c'est maintien de la prairie en place, maintien de la haie, entretien de la haie. Voilà, c'est des choses après que l'on peut également mentionner dans ces contrats. C'est pas parce que il a le mot de précaire que c'est un sous-contrat. Enfin, je le présente comme ça. C'est un vrai contrat avec typologie d'un contrat. Il a l'effet dérogatoire au statut du fermage du fait de son timing, enfin voilà, de sa gestion dans le temps. On peut faire état des lieux d'entrée et de sortie, comme je viens de vous l'expliquer. Oui, c'est la même. Que se passe-t-il en cas de décès de son bailleur et que la succession tarde à se régler plusieurs années? Alors, bon, j'imagine qu'on a à peu près déjà répondu à la question, hein, mais
avec notamment la possibilité effectivement d'utiliser des CMD. Maître Denis, vous souhaiteriez ajouter des précisions en réponse à cette question? Si le bailleur décède dès que la succession tarde, après, oui. Il paye le fermage chez le notaire en charge du règlement de la succession. Il faut bien, par contre, payer le fermage, être en règle. Et non, le bail continue. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune incidence. Après, revaloriser le fermage, vous savez qu'on revalorise le fermage tous les ans en fonction de l'indice des fermages aussi. Donc ça, c'est arrêté préfectoral? Oui. Toute dernière question, un prêt à usage peut-il être rémunéré? Non, le commodat, le prêt, le commodat, c'est une mise à disposition à titre gratuit. Donc, à partir du moment où je me répète, on met à disposition à titre onéreux, c'est-à-dire on a une contrepartie financière, automatiquement, on tombe sous le coup du statut du fermage. Très bien. J'ai encore une dernière question qui arrive, il nous reste quelques minutes. Quelles sont les conditions pour rompre un bail à ferme dans le cadre du changement de zonage du PLU? Il faut donner un préavis. Alors, attendez, de mémoire, c'est 18 mois avant l'expiration du bail et vous avez un engagement après, c'est un changement de destination. Le bien passe de la zone agricole à la zone constructible. Et après, vous avez un engagement, il faut que vous respectiez votre engagement pour construire par la suite. C'est encadré par le code rural. Bien, ça sera notre dernière question, mais merci pour toutes ces précisions. Moi, je retiens de tout ça que tout ça est quand même relativement complexe et affaire d'experts. Oui. Et j'engage nos internautes, s'ils ont d'autres questions et des besoins à satisfaire, de se rapprocher d'un notaire sur leur territoire et de se rapprocher de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Il y a des services départementaux de la SAFER dans tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à revenir vers eux pour avoir les précisions, et parce que chaque cas, bien sûr, a ses spécificités. Maître Denis, merci encore. Frédéric également. Merci. Voilà, merci à tous les internautes pour leur participation. Donc, on avait plus de 230 inscrits sur ce webinaire. Vous pourrez retrouver donc l'intégralité de ces échanges grâce au replay, donc sur la chaîne YouTube de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Je pense que dès demain ou après-demain ou plus tard, ça sera en ligne. Merci donc d'avoir suivi ce live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Prochain rendez-vous donc en mai. On abordera la question du financement de son projet agricole. Voilà, donc le 22 mai prochain. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.